Nous sommes lundi 4 décembre 2023, plus que 4 semaines pour passer le cap de 2023 et c'est donc une nouvelle semaine qui s'ouvre pour l'équipe du tribunal de l'actualité. Mais déjà, toutes nos excuses aux auditeurs de Watt FM pour le rendez-vous manqué de votre émission Le Mot à dire. C'est un rendez-vous manqué dû à des raisons techniques indépendantes de notre volonté, mais vous retrouverez votre émission demain mardi. Et auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence du multiplex. Auditeurs et mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. D'un des juges au Fava, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour Juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, Juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Et pour cette première convocation de la semaine, 3 sujets ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question du discours sur la situation de la nation du Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela. En seconde partie d'émission, il sera question de l'évolution de l'alliance des États du Sahel vers une confédération. Et enfin, il sera question de la sortie du G5 Sahel par le Burkina et le Niger à travers une déclaration commune. Voici donc pour le menu de cette première audience et sur ce, je déclare ouverte cette première convocation avec l'étape des avant-propos. Juge Bougma, nous sommes lundi. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience? Merci, Président. Aujourd'hui, je partage une citation du président Thomas Sankara qui dit, je cite, « La maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. » Autrement dit, pour être guéri d'une situation, d'une blessure ou je ne sais pas moi, ce n'est pas seulement le fait de prononcer le nom de la maladie indiquée pour soigner la pathologie qui va vous guérir. C'est en prenant le médicament prescrit pour soigner cette pathologie qui va vous guérir. Donc, quel que soit le défi auquel vous faites face, si vous connaissez la recette, ce n'est pas suffisant. Il faut appliquer la recette. Maintenant, c'est l'effort d'appliquer la recette parce qu'il y en a qui, même pour avaler le médicament, c'est un problème pour eux. Alors qu'il veut guérir, mais il ne veut pas avaler le médicament, c'est compliqué, c'est contraignant. Donc, quoi qu'il en soit, c'est mieux d'affronter la situation avec les moyens qui peuvent vous aider à régler votre problème, qui peuvent vous aider à sortir de la situation, plutôt que de prononcer les différents remèdes. Il faut ci, il faut ça, il faut faire ci, je pense qu'on a fait ci. Mais en attendant, qu'est-ce que tu as fait par rapport à la situation que tu vis? C'est surtout ça, c'est l'action qui nous libère, ce n'est pas la parole. C'est ce que j'avais à partager ce matin comme pensée et en souhaitant du courage aux volontaires pour la défense de la patrie, aux forces de défense et de sécurité, mais aussi du courage à toutes ces personnes qui s'investissent dans l'humanitaire. Excellent lundi et magnifique semaine. Merci, Juge Bougma. Juge Geoffroy Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience? Oui, merci. Et il y avait la question de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, qui avait été ici aussi abordé en avant-propos même par juge Bernard Bougma. Maintenant, la SELC qui fait une sortie à travers un communiqué qui dit en tout cas que pour l'autorité, tout ressemble en tout cas à un cas de vouloir se soustraire en tout cas d'une procédure, et qui rappelle avec détail justement comment les choses se sont passées, rappelant qu'il est déjà au cœur d'une enquête depuis maintenant plus d'1 an et que il y avait évidemment une convocation qui lui avait été adressée. Ils disent que c'est dans la journée du 20 novembre. Cela est resté sans réaction. Ils ont tenté donc de contacter les avocats qui, selon ce qu'ils disent, leur ont dit, ils leur ont promis leur revenir et constatant que ça n'évoluait pas, ils ont envoyé une deuxième convocation et alors ils se sont vus expliquer que M. Bala Sakandé était allé dans un pays pour des soins sans autre précision. Et ils disent que ça, en tout cas, ça y paraît, parlant de la volonté de quelqu'un de se soustraire à la justice, parce que pour eux, il y a déjà eu 2 arrestations et le 16 et le 17 suite des proches, comme si l'étau se resserrait beaucoup plus dans cette question de malversation, en tout cas présumée.
Et donc, pour eux, c'est parce que les taux se resserrent un peu plus que voilà, M. Bala Sakandé est donc parti. Maintenant, ils le disent eux-mêmes, ils se réservent tous les droits parce que de pouvoir. Donc, s'il y a évidemment comment dire cela, s'il y a des procédures, en tout cas à lancer, cela suffira avec les autorités compétentes. Donc, voilà un son de cloche qui vient vraiment contredire ce que nous avons entendu un peu plus tôt de la partie Alassane Bala Sakandé. Donc, on est en train nous tous, nous n'avons pas d'autres éléments que ceux donnés par les personnes concernées au premier chef. Mais on espère que ce n'est pas cette volonté-là, parce que vous savez, c'est pas facile de vouloir ne pas répondre à des griefs, surtout lorsque vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher. Et la fuite en avant n'est jamais forcément la meilleure solution, et on sait que loin de chez soi, on n'est jamais plus à l'aise. Et je pense aussi que pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, il ne s'agit pas de cela, et que peut-être qu'il reviendra après avoir fini ses soins, et que voilà, il est à répondre pour se blanchir dans cette affaire. Le chef du gouvernement Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela était face à la représentation nationale. Il a tenu son deuxième discours sur la situation de la nation. Déjà, juge Fava, comment est-ce que dans la forme, vous avez apprécié ce discours du chef du gouvernement? Bon, dans la forme, c'est l'exercice habituel que nous avons. Et le Premier ministre nous fait aussi certaines économies, parce qu'on a vu souvent des discours fleuves et dans lesquels on ne retient plus grand-chose, alors que la part des discussions permet d'entrer dans le vif du sujet et puis d'avoir quelques relances. Là, on n'a pas un discours forcément fleuve, ce qui est intéressant. Et puis après, ça laisse une belle part aux échanges. Et puis, bon, c'est vrai que chaque 6 mois, bon, il y a beaucoup qui trouvent que bon, c'est difficile dans la vie d'une nation de voir des évolutions pertinentes et fortes. Donc, ça fait que la périodicité, quelquefois, pour certains, il faut revoir. Mais bon, le devoir de rendre compte aussi, c'est une réalité. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre encore plus longtemps pour voir les choses se faire? Je pense que ça nécessite peut-être une réflexion, mais pour moi aussi, ça doit tirer son principe de la volonté aussi du recadrage. Quelquefois, lorsqu'on sent que les dynamiques qui sont enclenchées ne sont pas forcément les bonnes, ni n'atteignent pas forcément les objectifs voulus, ou bien que avec les échanges, par exemple, à l'hémicycle, le Premier ministre, lui aussi, est le retour de la perception de celui qui contrôle aussi un peu son action. Donc, c'est un peu cela, mais moi je pense que dans la forme, il n'y a pas grand chose à dire, autre que par exemple le Premier ministre est venu dans la tenue que nous avons constatée, évitant tous les débats du costume en face au Dafani ou pas. Et cette fois-ci, donc quand vous regardez, c'est du typique. Donc voilà. Mais après, les questions de forme, pour moi, il n'y a pas grand chose à dire. Juge Boukma, est-ce que vous avez senti un Premier ministre plus à l'aise, contrairement à son premier discours que nous avons vu sur la situation de la nation? Oui, plus à l'aise, avec la même verve, la même façon de faire. Pour ajouter aux éléments de forme, il y a deux éléments. D'abord, le bilan avec des chiffres, des données, des dates et des lieux, mais aussi le cours d'histoire sur des aspects des relations internationales, de la démocratie, de l'universalité des valeurs. Donc, il y a un discours qui nous fait le bilan, et puis un autre discours qui donne des cours et des leçons aussi à des gens. Tout est lié dans ce discours, c'est aussi la forme. Maintenant, bon, les autres éléments de forme, Juval l'a déjà dit, c'est un exercice voulu, donc exigé par l'article 109 de la Constitution, et qui est différent du discours de politique générale. Là, il le prononce à son arrivée, et là, c'est suivi de vote pour valider ou non son magistère. Mais ici, c'est sûrement suivi de débats, et on passe à autre chose. Voilà ce que je voudrais ajouter pour les éléments de forme. D'accord. Alors, juge Fava, dans le fond, le Premier ministre, il était très attendu sur la situation sécuritaire. On l'a un peu suivi. Il a parlé de la création de 18 brigades d'intervention rapide, portant le nombre maintenant à 25. Il a aussi parlé d'une dynamique avec d'autres pays en termes de partenariat. Comment est-ce que vous avez apprécié ce volet sécuritaire-là? Bon, sur les questions sécuritaires, c'est vrai
la question de la réorganisation de l'armée, la réorganisation de ce que nous avons comme unité et tout, ça c'est des éléments qu'on ne peut pas, nous en profane, dont on ne peut pas trop juger. Ce qu'on sait seulement, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises pour tenter d'avoir le meilleur modèle pour répondre à l'île terroriste. Il a parlé des billes, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était quoi en gros 18 billes qui s'ajoutent pour porter le nombre à 25. Il y a la question aussi des goumis qui, voilà, ce groupement d'unités mobiles d'intervention. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça qui ont été donc décidés, soit pour un meilleur maillage du territoire ou bien pour renforcer les capacités de réponse dans les milieux déjà maîtrisés. Oui, mais après, le Burkinabé, ce qu'il regarde, c'est de savoir, en termes de propension, où est-ce qu'on en est dans la reconquête de notre territoire et de savoir combien de Burkinabés ont pu rentrer par exemple chez eux, pas seulement chercher à savoir où, parce qu'on sait que c'est les exposés, mais avoir ce type de chiffres. Quand vous regardez le discours en lui-même, il ne porte pas vraiment ces chiffres-là c'est dans les discussions que vient la question des 65,65%. Pour moi, par exemple, ça c'est un élément fondamental. À partir du moment, on sait qu'il y a 6 mois, vous disiez qu'il y avait 65% du territoire qui était maîtrisé, c'est que dans ce discours aujourd'hui, les gens ils attendent que vous leur dites ouvertement, voilà où ce que vous en êtes. Mais le fait que ça ne ressorte pas dans le discours, moi ça m'étonne. Ça ne ressort que dans les échanges. Ça veut dire ce n'est pas un argument. Pour moi, c'est quelque chose de principal. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution-là, 0,65% qui se sont ajoutés? Vous savez, moi, les chiffres, c'est des choses que j'aime bien. Mais le problème, c'est que sur ce terrain militaire-là, je ne sais pas à quoi ça répond. Moi, je suis économiste de formation. Lorsqu'on parle de chiffres sur des éléments observables, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, vous, moi, sur ce plateau-là, on a une approche empirique de l'évolution des choses. Quand je dis empirique, c'est au constat et au retour du retour qu'on a. C'est vrai, on se rend compte qu'il y a face au terrorisme aujourd'hui une volonté de faire la guerre. On a vu Djibo il n'y a pas longtemps. Avant, prenez il y a quelques années, quand on entendait qu'on a attaqué un camp, c'est des vidéos de carnage que vous aviez seulement dans les comment on appelle ça, dans les groupes WhatsApp qui circulaient aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment différent. On a vu le reportage qui nous a été présenté sur la télévision nationale. Comment est-ce que les opérations ont été menées? Ça dénote, en tout cas, de ce que on est du répondant lorsque on est aujourd'hui attaqué. Et voyez un peu la débandade comme cela nous a été montré et les capacités de nuisance des terroristes qui viennent avec des blindés et pourtant n'arrivent pas à avoir raison d'un camp. Donc ça, par exemple, c'est des éléments qui nous parlent, qui nous disent au moins il y a quelque chose qui est en train de changer. Et puis on sent aussi, à travers aussi toujours cette communication qui est menée sur le terrain, des actions offensives. C'est-à-dire qu'on n'est plus attentiste seulement sur des positions. Non, on essaie de reconquérir. On l'a vu, hein, des missions nocturnes qui se font sur des lieux où selon certains renseignements, il y aurait des terroristes et tout. Donc, on sent cette volonté, en tout cas, d'aller vers l'avant. Mais ça doit se matérialiser maintenant, pour moi, par du terrain conquis et qui soit sûr. Pour moi, c'est ça. Parce que quand vous dites 65,65% du territoire, je suis désolé, mais moi, ça ne me donne pas, je ne vois pas autre chose. Cela pourrait peut-être illustrer le fait que le chef de l'État dise il y a quelques mois que nous étions toujours à l'introduction de la guerre. Si, et vous savez, quand vous regardez, vous vous dites quoi? C'est 0,65 en plus. Et vous vous dites, ça fait 6 mois. On a vu les armes qu'on a pu acquérir, on a vu la réorganisation qu'on est en train de faire. Et vous dites, si c'est 0,65% en plus, ça veut dire aussi que cette guerre-là n'est pas facile, parce que tout ce que vous voyez comme élément déployé, ça veut dire qu'il y a une résistance en face, et que, ou bien que, comme le président le dit lui-même,
parce qu'on est à l'introduction, il faut attendre d'en avoir les impacts, peut-être avec plus de célérité, lorsque d'autres éléments vont entrer en ligne de compte. Mais de 65 à 65,65, bon, certains diront que c'est peu, d'autres diront que c'est acceptable, mais je ne sais même pas sur la base de quoi. C'est pour ça, j'ai dit, quand on a les proportions, par exemple, de Burkinabé qui retournent, parce que vous avez remarqué que depuis un certain temps, on ne parle plus de déplacés internes en termes de nombre. Alors que ça aussi, c'est un indicateur beaucoup plus intéressant que de me dire 65% du territoire, 70% du territoire. Lorsque vous sentez le nombre en train de diminuer parce que certains sont en train d'être réorganisés pour entrer chez eux, ça par exemple c'est des éléments qui parlent. Mais lorsque vous ne savez pas si vous en avez plus ou vous en avez en moins, ça devient un peu plus compliqué dans l'appréciation qu'on pourrait avoir. Même quand le Premier ministre aborde la question aussi des déplacés internes et tout, vous n'avez pas le chiffre global. Vous n'avez pas le chiffre global, donc c'est un peu difficile. Alors, juge Boukma, je le disais, le chef du gouvernement était très attendu sur ce volet sécuritaire-là. Il a parlé de 18 brigades d'intervention rapide qui se sont créées, portant le nombre à 25. Il y a eu cet aspect par rapport à l'intégrité du territoire, où est-ce qu'on en était. C'est pas ressorti formellement dans le discours. Il a fallu l'étape des échanges avec les députés pour que le Premier ministre nous donne l'information 65,65% désormais, alors qu'il y a 6 mois, nous étions à 65%. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon, de deux choses l'une, où le Premier ministre n'est pas satisfait du chiffre et ne veut pas en parler ou veut en cacher, parce que c'est trop gros quand même pour ne l'avoir pas mentionné dans le discours. Puisque c'est un discours sur la situation de la nation. Et il était là il y a 6 mois, il a fait un discours. Il revient 6 mois après sur les éléments attendus, ça oui. Les birs, c'était déjà annoncé dans le premier discours. Le nombre a été augmenté, il a dit. Les gourmis ont été opérationnalisés, même sur le plan judiciaire, il y a eu un renforcement, il a dit. Donc, de vers la Russie pour avoir conséquemment d'armes, ça a été dit. Maintenant, pourquoi? Pour la question de la reconquête du territoire, c'est silence radio, il faut attendre l'étape des questions. Si ma mémoire est bonne, il y a 6 mois d'ailleurs, c'était aussi à l'étape des questions que ça a été dit. Donc, sinon, 0,65%, c'est bon à prendre. Dès lors que nous pouvons grignoter encore quelques espaces, c'est bon. Si on avait perdu, par exemple, 0,65 sur les 65%, ça, c'était pas bien. Mais là, ça veut dire qu'on a gagné de l'espace. Ben, il faut le dire. Parce que ces éléments-là, on attendait là-dessus. Ça n'a pas été dit. Donc, je dis peut-être que le bilan n'est pas satisfaisant, ou bien parce que c'est trop gros pour être oublié dans un discours. Je pense à une omission qui est différente. L'omission est différente de l'oubli. Je pense plutôt à une omission qu'à un oubli. Je pense que ça a été intentionnellement fait de ne pas dire ça. Peut-être si la question vient, on va répondre, mais si la question ne vient pas, on passe. C'est l'interprétation que je fais parce qu'il n'y a pas de l'explication, de mon point de vue. Oui, on sent qu'avec la question de ce chiffre-là, le gouvernement lui-même est très mal à l'aise. Vous avez souvenance de ce qu'il y avait comme évaluation de chaque ministère sur celui de la Défense. Chacun attendait qu'on nous donne une claire vision des choses sur justement ce taux-là, parce qu'il y avait un taux qui avait été annoncé. Et quand le ministre de la Défense est sorti, vous vous rappelez de ce qu'il a dit, il est resté très évasif. Il a dit c'est ce que les gens attendent, ils ne l'auront pas en tant que tel. Donc j'ai l'impression que sur la question de ces chiffres-là, il y a beaucoup de prudence. Maintenant, je dis, le chiffre, pour moi, même quand on le dit comme ça, à part le fait qu'on sente qu'on gagne du territoire en plus, c'est pas si représentatif. Mais je pense que c'est la question du nombre, parce que ce qui est important là, c'est les Burkinabés là en question qui souffrent notamment de cette guerre-là et qui se déplacent parce que c'est difficile. Quand on a une claire lecture de ce nombre-là
et qui est en train de rétrécir, on comprend directement que ça veut dire que d'autres ont été recasés. On ne demande pas dans le détail certaines choses parce que ça, c'est pas ça pour moi le principe de dire ils sont ici, vous prenez telle région, ils sont retournés, ça serait les exposer. Non, mais il y a d'autres éléments qui auraient pu être donnés et quand on prend la partie sécuritaire, sur ce chapitre-là, ça a un peu manqué. Juge Bougma, réaction? Oui, et même l'un des indices, c'est le système, c'est dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, 6 mois après le discours, combien de classes on peut rouvrir dans cette rentrée? Ça, ces chiffres, on devait pouvoir le savoir. Ça va être dit, on devait pouvoir le savoir. Mais quand vous prenez le discours sur le secteur de l'éducation, c'est quelques points, hein, et puis c'est fini. C'est le numéro 43, 44, 45, et puis bon, 40, et puis on s'arrête là. Il n'y a pas, en ce qui concerne le nombre de classes, on n'en parle pas. Peut-être que ça pourrait venir dans la rubrique sécurité, on n'en a pas vu. On est arrivé au niveau de l'éducation aussi, on n'en a pas vu. Alors que c'est un indice également du recouvrement du territoire. Il y a des classes qui ont pu rouvrir cette rentrée-là, il y en a eu, qui l'année dernière n'avaient même pas pu ouvrir. On a vu également les images des classes qui ont pu rouvrir à Solan où la sécurité est assurée par des gendarmes. On a vu également dans cette localité-là où il y a des gendarmes qui donnent même les cours. C'est encourageant. Mais qu'à l'heure du bilan, on n'en parle pas, comme si on n'a même pas pu évoluer sur ces chiffres-là. Alors que ce sont des données qui sont très importantes pour étoffer le discours. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi je dis, je pense à des omissions plutôt qu'à des oublis, parce que c'est trop gros pour être oublié. On cale les chiffres, si à l'étape des questions ça vient, on répond, si ça ne vient pas, on passe. Bon, pour un bilan, c'est bon, mais en termes de consistance sur certaines données et certains faits très attendus, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Il a aussi été question, juge Vaha, de relations internationales dans ce discours. Et là, le Premier ministre qui a affirmé que récemment encore, des coups d'État contre le régime de la transition du Burkina ont été commandités par le gouvernement français. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, dans le discours, quand j'écoutais, cette partie-là m'a fait... ça m'a fait dire que pas parce qu'on ne connaît pas un peu la posture actuelle vis-à-vis de la France ou les suspicions qu'il y a, non, mais c'est que c'est quand même un Premier ministre qui le dit. Tout à l'heure, on a dit quand même au maître de dire la situation actuelle de la reconquête du territoire en chiffres, c'est quand même un peu fort. Dans le discours, le maître c'est un peu fort, mais en même temps, cette partie-là, elle ne sort pas dans les échanges. Je veux dire que ce n'est pas lors d'échanges que cela vient. On aurait pu dire, dans ce cas de figure, que, bon, c'est sûrement dans le feu de l'action, c'est dans le feu du débat que ce type d'éléments sont donnés. Non, ça lui tient tellement à cœur qu'il le crie, il l'écrit et le pose dans son discours. Donc ça veut dire que c'est un élément, un point de dénonciation auquel le Premier ministre tenait. Donc je me dis, on est quand même à un niveau, on est à un certain point. Si lui le dit, je ne peux pas douter de ce qui n'est pas d'élément. Parce qu'à un tel niveau et à un discours si attendu sur la situation de la nation, et ce n'est pas des éléments qui sont, je ne sais pas moi, attendus en termes voilà, dans le discours pour parler de là où on était et où est-ce qu'on est aujourd'hui. Non, ce n'est pas des éléments qui étaient attendus. Mais là, quand il vient le dénoncer ainsi, je pense que c'est quand même assez fort. Je ne dis pas grave, non, assez fort parce que le Premier ministre y tenait et il tenait à le dire. Est-ce que c'est une façon aussi de dire à ces personnes-là, on le sait, si on ne parle pas jusqu'à maintenant, ce n'est pas parce que. Donc comprenez. Peut-être que le message même n'est pas adressé à vous, nous, c'est adressé, parce qu'il a parlé du gouvernement français, peut-être c'est adressé à cet exécutif-là qui tente des déstabilisations. Parce qu'il dit d'abord qu'ils sont à l'origine du terrorisme, ils le soutiennent en tout cas, et deuxièmement, il y a des tentatives, il y a des velléités de coup d'État sur
cette transition-là orchestrée par le gouvernement français. Moi, je pense que on est à une étape d'accusation qui est à un tel niveau que je me dis, avec tout le sérieux, le Premier ministre ne peut pas venir déballer ça comme ça s'il n'a pas des éléments concrets probants là-dessus. Juge Boumba, c'est une assertion qui est ressortie dans les derniers paragraphes de son discours. Récemment encore, des coups d'État contre le régime de la transition du Burkina ont été commandités par le gouvernement français. Oui, et ça ne vient pas dans la rubrique relations internationales. Parce que c'est des questions de relations internationales. C'est venu dans la rubrique de la démocratie. Où ils s'interrogent de quoi est-ce que ces messieurs-là sont capables, ou bien ont la légitimité de nous enseigner des leçons de morale, tout et tout. C'est venu dans cette rubrique-là. Et maintenant chargé la France avant de descendre. Parce que c'est vraiment dans les derniers moments de son discours qu'il a lancé avant de descendre. Alors, mais il n'a même pas dit un coup d'État, il dit des coups d'État ont été. C'est-à-dire qu'il y en a eu beaucoup que le Burkina a déjoué. Alors faut-il entendre que maintenant le Burkina est fatigué de pouvoir contrer dans l'ombre, mais on livre ça aux gens pour dire effectivement nous sommes au courant. Ou bien qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il a dit des coups d'État ont été. Voilà. Avant ça d'ailleurs, c'est l'accusation aussi de ce que c'est le gouvernement français qui a suscité le terrorisme au Sahel pour pouvoir continuer de dominer ces pays-là. Donc, il y a ces deux accusations. Donc, l'accusation officielle d'avoir suscité le terrorisme dans le Sahel et l'accusation officielle d'avoir commandité des coups d'État contre le président Ibrahim Traoré. Alors que la vérité aussi, c'est qu'on a une Europe ou une France d'intrigue. C'est ça aussi qui a ces heures sombres d'intrigue sur le continent africain, qui rappellent les années Pasqua. Et ça, ça colle à l'image de la France, de l'épisode des redoutables mercenaires Bob Denard, qui a été à l'origine de certains coups d'État sur le continent. Les Guy Pen, donc ces messieurs qu'on appelait les messieurs Afrique, qui quand vous vous rendez visite déjà vous commencez à trembler. Donc il y a ces questions-là qui ne sont pas aussi simples quand il s'agit d'aborder la France des intrigues. Elle n'est pas aussi blanche comme neige dans plusieurs dossiers. Et c'est d'ailleurs ceux qui le font souvent qui écrivent. Ou c'est ceux qui sont opposés à cette façon de le faire qui écrivent pour dénoncer. Comme Nicolas Normand, l'ancien ambassadeur du Mali, quand on lançait l'opération Serval, qui n'était pas d'accord avec une certaine façon de faire. Et qui n'a pas manqué d'ailleurs de dire sur RFI que c'est la France qui a livré Kidal au groupe terroriste. C'est un Français, un diplomate français qui l'a dit. Ceci étant, effectivement, mais maintenant, ici, la charge, la responsabilité qui va avec la charge de Premier ministre permet que quand vous allez affirmer de telles choses, que vous soyez sûr de vous, que vous soyez sûr de vos preuves et que vous puissiez les exploiter à un moment donné. Mais de mon point de vue, ça ne devrait même pas s'arrêter là. Le Mali a montré à la face du monde comment réagir. Elle a déposé son dossier sur la table de l'ONU pour citer un comportement suspect français qui, pour le Mali, est une complicité avec les groupes armés terroristes. Le dossier a été déposé sur la table de l'ONU et a demandé à l'ONU d'entendre la France. Peut-être que ça va venir, peut-être que la France ne sera jamais entendue, mais il y a quand même de la manière, il y a de la méthode, il y a des outils de la diplomatie, des relations internationales que le Mali a activées. Je m'attends également à ce que mon pays active cela pour montrer à la face du monde en quoi est-ce qu'effectivement la France est coupable, en quoi est-ce qu'on lui reproche. Je pense qu'il y a des mécanismes à l'échelle internationale qui permettent également d'activer cela pour que la belle France également se mette en tête que si hier il y a eu des Pasqua, des Guy Pen et autres, aujourd'hui cette époque est révolue, pour qu'elle également intègre cela dans sa politique étrangère. Peut-être qu'elle ne l'a pas encore assimilé comme leçon, mais le faire avec suffisamment d'éléments de preuve, comme le Mali l'a fait, bien documenté, avec des dates, des heures, nous permettra également de donner un contenu suffisamment sérieux à ce qui a été dit. Et parce que avec la France, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il ne file vraiment pas le bon coton. On se rappelle
que d'ailleurs les militaires avaient lu à la télévision nationale en disant que c'est la France d'ailleurs qui protégeait Damiba pour revenir voler la victoire du peuple. On se rappelle de ce qui a valu la mobilisation et les tapes sur l'ambassade de la France. On se rappelle de cela jusqu'à ce que Luc Alad soit dénoncé, jusqu'à ce que le chef du bureau militaire soit expulsé et le bureau militaire même français présent à Ouagadougou soit fermé officiellement. Donc ce n'est vraiment pas le parfait amour. Et donc je pense que le Burkina certainement a réuni suffisamment de preuves pour se faire entendre de façon responsable. L'autre question que j'ai envie de vous poser, quelles peuvent être les implications sur le plan des relations diplomatiques lorsqu'on en vient à une telle dénonciation? Mais elles vont se détériorer davantage. La première incidence, c'est qu'elles vont se détériorer davantage parce que là, c'est porté sur la place publique. Et la France veille tellement sur son image auprès des institutions internationales, auprès de. Donc ici, son image prend un coup. Maintenant, il peut y avoir également une réaction sur le plan diplomatique. Notre ambassadeur en poste peut être entendu. Les diplomates peuvent être entendus sur cette affaire. Donc, ça, des réactions sur le plan diplomatique également peuvent avoir. On peut l'avoir. Tout comme elle peut décider de faire silence. Mais l'accusation c'est tellement gros que je ne pense pas que la France ne va pas réagir. Même si ça ne va peut-être pas être à la hauteur des enjeux ou à la hauteur des attentes. Voilà, parce que en même temps, les dirigeants français veillent sur leur image. Puisque les Français, ils ont réussi à convaincre les Français qu'ils sont ici par bonhomie, ils sont là à la demande des États du Sahel, comme après la fameuse rencontre de Pau, où nos dirigeants sont allés dire à la France, oui, nous avons besoin de vous, restez là, aidez-nous. Donc, si aujourd'hui, elle est ouvertement accusée que son gouvernement veut en faire tomber, alors que les Français ont plusieurs fois été indexés. Je pense aussi qu'à l'ère des réseaux sociaux, où c'est beaucoup difficile de cacher des choses, c'est très compliqué. Donc, de mon point de vue, la France est très attendue en termes de réaction. Peut-être que ça va venir, peut-être que ça ne va pas venir. Mais j'ai dit c'est une accusation qui, de mon point de vue, est lourde et doit, j'ai dit, être documentée, portée devant qui des droits. D'accord. Juge Fava, quelles peuvent être les implications liées à une telle dénonciation? Bon, on est dans des relations déjà assez difficiles avec la France. Ça viendra, pour moi, crisper davantage ce qu'il y avait. Maintenant, est-ce que aujourd'hui la partie burkinabé en accuse? Je ne crois pas. Maintenant, quand vous avez comme ça des coups en dessous de la ceinture, soit vous la fermez parce que vous êtes sûr que vous allez continuer de supporter, ou bien après vous dites ce qui est pour rappeler à l'ordre celui qui est en face. Mais je suis d'accord avec Bernard Bougma. Quand on prend la posture malienne, elle a été quand même la bonne, puisque lors du départ juste après le départ du dernier soldat français, je pense que c'était août 2022, ils ont écrit à l'ONU pour dire clairement ce que la France fomentait derrière. Depuis la question d'espionnage jusqu'au soutien aux groupes terroristes, en passant par le viol de la souveraineté et tout. Ils l'ont détaillé. Et ils ont même demandé qu'il y ait une session pour aborder cette question-là. Ça veut dire que nous avons une instance devant laquelle on peut venir, lorsque entre pays il y a des problèmes, on peut venir discuter de ce qui pose problème. Parce que n'oublions pas quelque chose, ils sont forts de ce qu'on ne les gêne pas ou bien qu'on ne les dérange pas. Ça, c'est une réalité. Vous avez quelqu'un qui a la force peut-être avec lui, qui est un peu plus fort et tout, tant que vous êtes dans une situation, dans une posture de victimisation et tout, c'est pas ça qui rend. S'il y a vous avez signé vous avez adhéré à des protocoles qui vous permettent de pouvoir poser le problème, posez-le. Sinon, restez qu'à un discours, fut-il sur la situation de la nation, et le dire comme ça à la face de tous les Burkinabés, c'est bien de nous informer, mais c'est encore mieux de pouvoir édifier à travers des éléments bien donnés, et que comme le Mali,
on demande à ce que... Et je pense qu'à partir du moment où le Mali l'a fait, si le Burkina vient et le fait, ce sont des éléments aussi qui restent dans l'histoire. Pour moi, c'est très important. Un mot toujours avec vous par rapport au volet économique de ce discours du Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela. Il a dit « Instruction a été donnée d'explorer les pistes pour une harmonisation des traitements dans la fonction publique et dans les sociétés d'État ». Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça dit d'abord instruction, et puis on parle de pistes. Donc on n'est pas encore dans l'action. Pourtant il dit instruction a été donnée. Oui, mais reprenez la phrase. Instruction a été donnée d'explorer les pistes pour une harmonisation des traitements. Voilà. C'est-à-dire l'instruction. Quand vous entendez instruction, ça veut dire qu'on est dans l'action. Mais l'instruction, c'est pour explorer des pistes. On est d'accord? Donc, on n'est pas dans l'action ici et maintenant. Le problème, il date de quand? Depuis Roch Kaboré, depuis l'ancien président Roch Kaboré, il y a eu le fort débat sur la question. On a mis à plat, tout le monde a changé les noms, c'est équité dans les salaires, on a donné tous les concepts. Mais à la fin, il y a eu quand même quelques efforts qui ont été faits. Mais ça n'a pas abouti. C'est-à-dire que tout, jusqu'à où ça devrait aller, le processus ne s'est pas vraiment achevé. Parce qu'il dit quoi, le Premier ministre? Il dit qu'il ne peut pas accepter qu'il y ait certains qui touchent des avantages dans une même administration ou dans une même fonction publique, alors qu'à côté, il y a des gens qui croupissent dans la misère et dans la pauvreté la plus extrême. Donc il faut au moins une équité. Mais je pense que autant sous cette transition, on revendique ce courage sur certaines actions où le politique, du fait de certains liens, n'est pas forcément à l'aise, on devrait avoir sur ce genre de chantier-là des choses qui iront vite fait. Déjà même que sur la question de l'effort de paix, on sait comment les choses se sont passées, on sait comment est-ce que ça a été difficile de trouver peut-être des alternatives, mais sur cette question-là, les gens se sont demandé, mais quelquefois le fond là, ça devient quoi? Le fameux fonds commun. Qu'est-ce que les fameux avantages qui quelquefois étaient décrits au sein même de certains agents de l'administration pour dire que eux ils sont les oubliés, les autres sont les plus les bien-aimés de la République. Qu'est-ce qu'il en est? Mais est-ce qu'on entend ce débat-là aussi se faire? Bon, c'est pas un débat forcément qu'on entend. Et donc quand il dit instruction a été donnée d'explorer des voies, moi, je ne suis pas dans la décision ici, je ne vois pas l'action. J'ai comme l'impression qu'on revient encore dans un genre de discours. J'attends en tout cas d'avoir des actions claires là-dessus. Sinon, pour moi, instruction pour explorer des voies, là, c'est une formule pour dire que demain, là, on va voir. Juge Bougma, on se souvient tout de même des blocages qu'il y avait eu à l'époque avec la ministre Rosine Coulibaly sur ce volet. Aujourd'hui, le Premier ministre qui dit qu'instruction a été donnée pour explorer les pistes afin d'harmoniser les traitements au niveau de la fonction publique et des sociétés d'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce qu'il y a, je pense que si le chef du gouvernement se réfère au document qui a été déclassé sur comment on appelle ça, la remise, certains l'ont appelé remise à plat, je ne vais pas s'il se réfère à ce document, il pourra avoir de très bonnes propositions. Ce qu'il peut faire, c'est donner instruction pour avoir la mise en œuvre maintenant. S'il faut réajuster, ou bien s'il faut refaire, voilà, le document est pertinent. Donc on estime déjà que ce serait ouvrir un autre front encore. Mais ce qu'il entend, c'est un front. Comment ça? Qu'est-ce que vous dites? C'est la même chose. La différence est où? Puisqu'il a dit instruction a été donnée d'explorer les pistes pour une harmonisation. Là, on n'est pas encore dans l'action comme l'a dit. On n'est pas dans l'action, mais parce que quand on a donné l'instruction d'explorer les pistes, ceux qui peuvent dégager plusieurs pistes. Première piste, ils peuvent dire laissons ça comme ça. Deuxième piste, il y a même eu un travail, dépoussiérons cela, améliorons cela et avancer. Troisième piste, c'est explorer une autre voie. Quoi qu'il en soit, il y aura des grincements dedans. On ne peut pas faire cette harmonisation-là sans qu'il y ait des comment on appelle ça, des remous. Mais la méthode qui avait été trouvée par l'ancien ministre Séni Ouedraogo et ses hommes, c'était de brasser large. Ils ont mis à contribution même des autorités morales pour que les autres comprennent les enjeux de cette injustice dans notre administration, pour que ça ne soit pas présenté comme des gens qu'on dit, bon, comme nous nous touchons un peu, on ramène tout le monde à la base.
Parce que ça a été perçu comme il y en a qui gagnent beaucoup, il y en a qui gagnent peu. Donc on va ramener ceux qui gagnent beaucoup là au niveau de ceux qui gagnent peu. Alors que non. C'est de faire en sorte que celui qui gagne peu là ne dépasse pas aussi celui qui gagne mieux que lui, mais qu'on les mette sur une base acceptable. Parce que les gens n'ont pas les mêmes boulots, n'ont pas les mêmes réalités, ne jouent pas sur les mêmes terrains. Le juge va parler tout à l'heure des fonds communs. Oui, justement. Donc parce que dans la même administration, effectivement il y a ça. Mais même le fonds commun, le moratoire il a expiré ou pas? Qui en parle? Je ne sais pas s'il a expiré ou il n'a pas expiré. Tout pour croire que, puisqu'il y avait un moratoire qui devait expirer et on devait trouver maintenant appliquer la nouvelle formule. Pourquoi on n'en parle pas? Il sait bien. Il a été de tous les plateaux quand on parlait du fonds commun. Il a été de tous les plateaux, le Premier ministre, quand on parlait de la remise à plat. Il en a argumenté, il a fait des propositions. Lui-même. Aujourd'hui, ce document est là. Est-ce qu'il a feuilleté pour voir qu'est-ce qui est faisable? Plutôt qu'encore de remettre des gens, trouver des moyens, de l'argent et tout, pour qu'ils partent encore réfléchir, revenir avec un document, recommencer. C'est ça notre problème. On est dans le recommencement perpétuel. Alors que si c'est réellement pour l'harmonisation, il y a un document de base. Sauf s'il n'en est pas du tout satisfait. Dernière réaction, je vais... Oui, mais je crois que là aussi, il faut reconnaître quand même, sous Roch Kaboré, l'ancien président, le courage de certains ministres. Professeur Séni, même le professeur Waro et certains autres qui étaient alignés là-dessus. Ils avaient en face quelquefois un monde syndical qui ne voulait pas, mais ils ont été courageux et ils ont mis ce qu'il fallait, la manière, et ils sont parvenus pour moi comment dire cela, à lancer une bonne dynamique. Et on oublie la ministre de l'économie de l'époque. Oui, elle aussi elle en a payé les frais, elle sait. Donc je veux dire que là on a des gens qui n'ont pas attendu une transition pour être courageux. Ils ont été courageux sur cette question-là. Donc, pour moi, en être aujourd'hui à plus d'un an et dire que instruction pour des pistes, je suis désolé, mais c'est pas comme ça que moi je vois la fermeté sur ce dossier. Vous parliez économie, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, il y avait un élément sur la question de l'économie aussi qui m'a un peu parlé. C'est la question du train de vie de l'État. Quand on a vu quand même plus de 8 milliards lorsqu'on part au billetage pour voir un peu ceux qui touchent toujours des salaires de façon indue, mais 8 milliards c'est pas petit. C'est-à-dire que je me demande, il y a une bonne partie aussi de la population qui continue d'être un peu malhonnête. C'est-à-dire on est derrière la transition, ceux-là ils sont pas ceux-ci, les politiques là, ceux qui font ça. Mais indûment on va percevoir de l'argent, c'est vraiment pas bien. Et même la rigueur dans la gestion du parc, on est à 6 milliards. Donc quand vous mettez les deux ensemble, vous êtes à combien? À un peu plus de quoi? 14 milliards 14 milliards, alors que c'est un gain de 23 milliards provisoirement qui a été fait. Donc c'est même plus de la moitié. Donc c'est rigueur dans la chose de l'État et ne pas percevoir ce qui ne vous appartient pas, mais ce que vous avez perdu. Ça, c'est comme une tautologie. Il n'y a pas besoin de se le rappeler. Et regardez les économies qu'on se fait déjà là-dessus. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un bon point. Et quand j'ai vu, j'ai trouvé que c'est intéressant. Dernier point, si vous me permettez, comme on est en train de brasser sur la question de l'économie, c'est vrai que le Premier ministre s'est félicité du taux d'inflation. Parce que je me rappelle encore que quand il y avait le débat de la sortie pour la vie chère, pour dénoncer la vie chère, il avait rappelé les chiffres, c'est-à-dire 14% qui est revenu à un peu plus à 1 point et quelques. J'ai dit c'est bien, mais ça c'est un discours politique. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. La vie est devenue chère. C'est un discours politique. Le taux d'inflation, c'est une question d'accélération. C'est vrai qu'elle a décéléré de façon sensible, mais il n'en demeure pas moins que le niveau général des prix demeure toujours élevé pour les Burkinabés, qui continuent de consentir des efforts dans le contexte dans lequel nous sommes. Et c'est à l'exécutif de donner des solutions à ces Burkinabés. C'est à l'exécutif de travailler sur cet autre front qui n'est pas militaire. Ce n'est pas le président Ibrahim Traoré qui va venir encore sauver les meubles sur ce chapitre-là. Il est occupé à quelque chose. Il faudrait que cet exécutif-là, sur cette question-là, trouve des palliatifs. C'est vrai, petit à petit, on dit qu'on va densifier notre offre productionnelle. C'est des éléments qui sont intéressants, qui peuvent venir. Mais n'oublions pas que notre inflation est d'abord domestique. Ce n'est pas ce que nous importons là qui fait que les choses sont chères. C'est ce que nous produisons même ici.
Donc il faut mener la réflexion là-dessus. Et ils doivent travailler à nous donner des pistes. Il y a un niveau général des prix qui demeure toujours élevé. Dire que le taux d'inflation là est passé de temps à temps, je suis désolé, c'est un discours politique. Ça ne change pas la réalité de ce que vivent les Burkinabés. D'accord. Juste Bouma, un mot par rapport au deuxième sujet que nous avons retenu. Cette rencontre des ministres en charge des affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel a connu son dénouement. Et on sait déjà qu'on est tout droit en train d'aller vers une confédération avec en ligne de mire une fédération. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est fidèle à la ligne défendue par le Premier ministre burkinabé. Et d'ailleurs, dans son discours, il dit que quand ils ont évoqué, des gens bien pensants ont pensé que c'était révolu et tout, que mais voilà que c'est en train de prendre forme. Oui, c'est en train de prendre forme parce qu'il y a un nouvel État qui est arrivé. Sinon, il y avait du plomb dans l'aile, la Guinée n'en voulait pas. Du Niger. Oui, la Guinée n'en voulait pas. Mais aujourd'hui, est-ce que d'ailleurs le Niger a le choix? Parce que des trois présidents, celui qui n'est pas encore au fait de maîtriser sa situation mieux, c'est lui. Parce que les sanctions de la CEDEAO pèsent beaucoup sur sa population. Il y a un défi à donner sur la réponse sécuritaire et faire mieux que Issoufou et Bazoum. Donc lui, il a beaucoup de défis. Ça ne veut pas dire que Goïta et Traoré n'en ont pas. Lui, il en a davantage, c'est ce que je veux dire. Maintenant, par rapport à cette question de fédéralisme, est-ce que le Niger a véritablement le choix que de se faire embarquer? D'ailleurs, je faisais remarquer que les deux pays, là, le Burkina et le Niger, étaient ensemble dans le Conseil de l'Entente. C'est le Mali qui est nouveau dans cet appareillage-là. Donc, c'est des gens qui travaillent déjà ensemble, je dis bien. Mais maintenant, ici, l'idée de fédéralisme, ça ne va pas aussi étonner. Parce que quand vous allez formaliser l'AES, l'Alliance des États du Sahel, avec tout ce qu'il y a comme arsenal et armada, la suite, vous allez faire quoi? Mais maintenant, est-ce qu'il faut harmoniser jusqu'à ce que ce qui est mis en avant, c'est la diplomatie, le développement et les questions de défense? C'était les 3 points. Voilà. Maintenant, si ça va être, on va aller à l'idée de fédération, cela doit s'entendre par le fait que nous aurons un seul président avec maintenant des gouverneurs. Et on aura combien de régions, comment va se faire cette répartition? Parce qu'en ce moment, on ne parle plus de Burkina, de Mali, de Niger, mais c'est un seul État. Donc il faut trouver un nom pour l'État, organiser des élections pour pouvoir dégager le président de la République qui va former son gouvernement. Maintenant, question, est-ce que les gouverneurs seront nommés? Les gouverneurs seront élus? Comment est-ce qu'on va organiser maintenant jusqu'au niveau village? Et ça, c'est un autre niveau de réflexion. Parce que le Nigeria, c'est une fédération d'États, c'est un État fédéral. Les États-Unis, pratiquement. Maintenant, donc, vous avez les gouverneurs, vous avez l'administration centrale. Maintenant, ici, c'est des pays qui sont restés longtemps ensemble, qui sont restés seuls depuis des années, qui se sont même par moments combattus. Nous et le Mali, on s'est frappé 2 fois. Donc, qui doivent maintenant mutualiser leurs moyens. Chacun est jaloux de ses symboles, de son histoire, et qui en même temps la richesse de ces 3 États, qu'est-ce qu'on en fait? Ça demande un autre niveau de réflexion pour que la bâtisse surtout survive. Survive surtout, je dis bien, à ces initiateurs, que ce ne soit pas seulement la volonté de quelques personnes et les fondations n'étant pas suffisamment solides, et après le départ d'un, de l'autre ou bien des 3 à un moment donné du pouvoir, parce que ça va finir par venir, c'est des hommes. Qu'est-ce qu'on fait après? Et c'est surtout ça le plus important. C'est pourquoi moi j'ai dit, peu importe la dénomination, peu importe les objectifs de l'AES, moi je regarde déjà l'avenir pour voir qu'est-ce qui fait qu'on aura des bases solides pour une alliance qui résiste au temps. N'en parlons pas d'une fédération. C'est un projet très ambitieux. Juge Vaha, nous allons tout droit vers une confédération avec pour objectif à long terme une fédération. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites long terme. La vérité aussi, c'est que dans nos pays, la marche dépend beaucoup de ceux qui viennent au pouvoir. Regardez les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina avec ce que nous avions comme traité d'amitié et de coopération. Dans de si, selon celui que nous avons ici et celui que nous avons là-bas. Le Mali dont on parle, on était en guerre avec le Mali. Aujourd'hui, on est plus qu'en paix. Le Niger, lui, avait le couteau
sur le coup, doublé d'un pistolet sur la tempe. On est venu, on a aidé à faire les choses. Le Niger suit. Parce qu'on est aujourd'hui aussi, quoi qu'on dise, dans un destin commun. Maintenant, quand passeront les transitions, ceux qui viendront porteront-ils les mêmes projets? Sinon, on est fort quand on est ensemble, ça c'est une vérité. Mais comment est-ce que nous sommes ensemble? Ne nous trahirons-nous pas? Irons-nous toujours dans cette même vision-là? Parce que n'oublions pas que ce qui semble être le socle aujourd'hui, c'est un peu l'ostracisme, la façon dont ces régimes se sentent ostracisés. C'est ça qui fait aujourd'hui un peu le socle. Si demain ça change, où ceux qui sont là ne subissent pas le même regard, ne subissent pas les mêmes, comment dire cela, ce même ostracisme-là, est-ce que ça ne va pas changer? Qui peut-être a une nouvelle vision de la diplomatie, de son ouverture vers le monde, est-ce que ça ne va pas changer? C'est la question principale que je me pose aujourd'hui. Parce qu'à la fin, vous savez, quand on va à cette fédération ou on parle de fédéralisme, c'est une question d'union des peuples. Vous avez vu, j'ai parlé de la Guinée. Avec la Guinée, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Certains diront que c'est parce qu'ils ne connaissent pas peut-être le terrorisme comme nous. Justement, nous n'avons pas les mêmes réalités. Est-ce que c'est le terrorisme qui est le socle d'une fédération? Je retourne la question. Parce que le même discours, le même argumentaire nous a été servi avec les mêmes personnes lorsqu'on était avec la Guinée. Là, on ne disait pas qu'on n'avait pas les mêmes réalités. Mais vous voyez que Doumbouya, quand il est reparti, il a un peu écouté aussi un peu l'opinion guinéenne qui a dit nous, on ne veut pas forcément de ça. Sur les leurs problèmes, il ne faut pas, ça va venir ici. C'était ce qu'ils avaient dit à un moment donné. Donc, si à un moment donné, ce qui vous lie, c'est quelque chose qui peut changer demain, est-ce que lorsque ça changera, vous continuerez d'avoir la même vision de cela? Parce qu'on sait que chacun, souvent, on décrit les frontières et tout, mais chacun reste jalousement arc-bouté sur, évidemment, ces frontières-là. Et gère les choses comme il veut et comme il peut. Donc, j'espère en tout cas que ça marche, mais c'est une volonté qui ne doit pas dépasser, en tout cas, ceux qui sont là aujourd'hui, parce qu'il y a une question de long terme. Et c'est dans le long terme qu'on va apprécier. Et pour faire un clin d'œil à notre dernier sujet, c'est dans un tel contexte que l'on a découvert la déclaration commune ce week-end du Burkina Faso et du Niger qui se retirent finalement du G5 Sahel. Oui, ça c'était attendu. De mon point de vue, ça coule de source. Là au moins c'est logique. Parce que le G5 fonctionne maintenant comment? Aujourd'hui même ça fonctionne comment aujourd'hui, le G5 Sahel. Le Mali d'ailleurs avait pris ses distances depuis, donc il restait 4. Qui n'ont pas la même façon également de voir les choses. Donc, et qui peuvent s'asseoir encore à la même table, se parler sur... Voilà. C'est la même, en même temps que je vois une note de l'Union européenne qui annonce suspendre l'octroi de la prise en charge des forces conjointes du Sud, du Burkina et du Niger. On ne savait même pas que ça se faisait. Puisque, pour dire vrai, on ne voyait pas l'impact des actions du G5 Sahel sur le terrain. Est-ce qu'il y avait des combattants labellisés G5 Sahel sur le terrain qui combattent aux côtés de nos troupes pour casser du terrorisme? En tout cas, dans les communications officielles, je n'ai jamais rien vu. Donc, le G5 Sahel avait du plomb sérieux dans l'aile. Les problèmes du G5 ont commencé d'ailleurs dans sa mise en place, en février 2014. Parce qu'il y a un grand absent, c'est l'Algérie. Il ne faut pas qu'on se voile la face. La raison la plus évidente, l'Algérie est même frontalière de Kidal, qui était pratiquement le sanctuaire du terrorisme. C'est une longue expérience. Et beaucoup de chefs terroristes se sont formés en Algérie à partir des groupes armés terroristes qui y étaient. Certains ont combattu là-bas et se sont retrouvés. Donc il y a un problème. Mais on laisse l'Algérie, c'est la Mauritanie, c'est le Tchad, c'est le Niger, c'est le Burkina, mais on laisse l'Algérie à côté. Ah, il y a un problème. Et quand le Mali même avait des problèmes, c'est l'Algérie qui est venue en air pour faciliter une chose, et qui avait même fermé son espace aérien aux avions français en soutien au peuple malien. Donc franchement, ça coule de source. Mais la décision, j'ai dit bien, elle coule de source parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas l'incidence du G5 Sahel. C'est pourquoi je parle de la même chose pour l'AES.
Parce qu'à l'arrivée, la question que vous vous posez, c'est à l'avenir, à quoi est-ce que ça va nous servir? Il faudra du réalisme. C'est des lieux où le populisme ne doit pas prendre le pas. Malheureusement, le G5 Sahel était un peu ça. Aujourd'hui, le G5 Sahel a du plomb dans l'aile. Et donc, la sortie du Burkina et du Niger, de mon point de vue, ça coule de source. C'est cohérent. D'accord. Dernière réaction avec vous, Juge Fava. Finalement, le Burkina Faso et le Niger qui se retirent. Et on se souvient que le Mali, lui, s'était retiré depuis mai 2022. Oui, le Mali, c'est depuis 2022. Et le Mali a motivé. Il dit c'est un instrument aux mains de certaines puissances. Donc, le Mali dit ne pas pouvoir continuer. Aujourd'hui, quand vous avez le Burkina et le Niger qui sont aussi dans cette posture-là, c'était clair que ça n'allait pas continuer. Il reste aujourd'hui quoi? Tchad et Mauritanie. Moi, je ne sais pas ce que les Tchadiens et les Mauritaniens vont faire en fait avec ce G5 Sahel-là, qui semblait un peu morné et puis qui semblait aussi plus un instrument aux mains d'une France aussi qui avait le lead, quoi qu'on dise, sur ce groupement-là. Donc, ça demeurait un véritable problème. Maintenant, quand vous regardez le Mali, vous allez dire quoi? Il y a eu tellement de coalitions qui sont venues, qui ont été faites pour aider le Mali à se sortir de cette turpitude, mais il a fallu que le Mali s'assume comme il l'a fait aujourd'hui pour arriver à Kidal et avancer. Ont-ils eu tort? Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Et donc le Burkina ne va pas regarder et se dire qu'on va continuer comme ça. Le Niger non plus. Il faut à un moment donné se faire confiance et puis se dire ce qu'on peut soi-même, on le fera crânement et cela, selon ce que ça nous donnera, nous coûtera, au moins on aura essayé et puis on ne regrettera pas d'avoir échoué. Point final pour cette première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Merci Juge Benna Bougma pour les angles de regard et d'analyse. Merci Juge Geofavaha pour les clés de lecture. Merci à vous, auditeurs, téléspectateurs, qui nous avez suivis ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.